C'est mon ami Jean Raspail que j'accueille aujourd'hui pour son dernier livre qui s'appelle Pêcheur de lune et qu'il a édité très récemment chez Lafon. Comme il dit dans son avant-propos, ce livre est le prolongement naturel de Qui se souvient des hommes. Il s'agit du même univers intemporel où l'on retrouve comme un reflet de lune le souvenir de peuples oubliés. Dans La hache des steppes, paru il y a 17 ans chez le même éditeur, livre aujourd'hui introuvable et connu seulement d'initiés, j'avais, dit-il, déjà exploré quelques-unes de ces pistes que j'ai reprises ici, mêlées à toutes les autres, mais en les soumettant à un éclairage intérieur différent. D'une certaine façon, Pêcheur de lune est le livre d'une vie. En 40 ans de voyage à travers le monde, j'ai suivi de nombreuses pistes qui conduisaient au dernier survivant encore doué de mémoire. J'ai éprouvé une émotion intense en les découvrant, comme si j'avais chevauché la lumière tombant d'une étoile sur le point de s'éteindre, ou comme si j'avais retrouvé le Graal. Parfois les cendres étaient encore chaudes, la présence des disparus encore perceptible comme un écho, mais il n'y avait plus personne, et c'est précisément à ces moments-là que j'éprouvais le plus de ferveur et de foi. La fin de la piste n'était accessible que dans l'au-delà. Pour lire ce livre, il est tout de même un petit peu nécessaire de connaître la géographie, mais enfin je suppose que nos lecteurs ont un atlas sous la main. Un peu aussi, mais là ça devient très compliqué, l'anthropologie. En tout cas, c'est certainement une petite somme qui vient dans l'œuvre de Jean Raspail et où apparaissent à la fois son amour de notre planète, surtout des êtres, si différents qu'ils soient. Et au fond, ça pourrait être des mémoires, mais ce ne sont pas vraiment des mémoires. Peut-être un jour écrira-t-il ces mémoires. En tout cas, c'est le livre d'une vie condensée. Et mon cher Jean, je pense que c'est peut-être un petit peu le moment, l'occasion, que ici, là, avec moi, ce matin, tranquillement, vous nous brossiez un petit peu le tableau de votre existence. Racontez-nous assez brièvement votre itinéraire. D'ailleurs, je le raconte. Vous êtes l'arrière-neveu de Raspail, ça on le sait, mais enfin, on ne va pas remonter aussi loin. Oui, comme dit Politis, qui est un hebdomadaire qui n'est pas de notre bord, en parlant de Pêcheur de lune, a dit on sait bien que Raspail n'est pas le petit-fils de l'autre. Il s'agissait de François Vincent, donc oui. Fondateur de la Seconde République, homme de gauche. Mais enfin, il n'est pas de notre bord non plus, dit toujours Politis, l'hebdomadaire, mais enfin, d'abord il écrit bien, et ensuite il a du cœur. J'étais tout étonné de trouver ça dans ce canard. Dans ces gens qui ont un bord. Ouais, il faut avoir un bord. Oui, il faut avoir un bord. En plus, ce sont des gens qui nous abordent. Pardonnez-moi l'affreux jeu de mots. Un bâbord et un tribord. C'est Raspail que j'ai dit ça. Oui, bien sûr. Bon, alors votre itinéraire personnel. Je le raconte un peu dans le premier chapitre de ce livre. Pas suffisamment. C'est assez exact. Non, moi, ce que je voudrais, c'est que vous me donniez les dates. Ah, des dates. Moi, je veux bien vous donner des dates. Moi, je sais que votre aventure, si je puis dire, commence en 1948. À l'âge de 19 ans. Non, un peu plus tard quand même. 22, 23. Ouais, c'est ça, 22. Hein, et alors, racontez. Oui, c'est ça. Alors, je suis parti. Il faut savoir que mes études n'ont pas été fameuses. Et que je ne m'en vante pas d'ailleurs, c'est une chose que je dis maintenant, arrivé à une certaine notoriété, je me permets de le dire. De se vanter. Oui, de ça. Et j'ai horreur de ça, et je ne manque plus jamais une occasion de dire que ce n'est vraiment pas intelligent de se vanter de ne pas avoir fait de bonnes études et de dire vous voyez bien qu'on réussit quand on n'a rien fait, quand on était jeune. Je réponds toujours que j'ai eu des lacunes immenses
qui sont la conséquence de ma crasse antérieure, et que je ne cesse encore maintenant, à l'âge que j'ai, de payer ces lacunes. Voilà. C'est dit, je voulais le dire pour les jeunes gens qui m'écoutent, pourra peut-être leur servir. Oui. Bon, alors, bien, mauvaises études, donc. Hein. Enfin, quoi qu'il faut concevoir que le baccalauréat de cette époque, était tout de suite sévère, après la guerre, ça était très sévère. c'était au moins une troisième année d'université. Oh, non, sûrement. quelque chose de Enfin, genre. celui que j'ai passé avant-guerre était terrible. J'ai vécu On quand avait même une une seule trouille matière dans épouvantable. laquelle j'étais pas si mauvais, c'était le français, exact. Oui. Alors j'écrivais déjà pas si mal à 13 ou 14 ans. Et j'avais d'ailleurs comme professeur, j'ai eu pendant 2 ans Marcel Jouandeau. Ah oui. Ouais, il était professeur à Saint-Jean-de-Passy. À ce moment-là, nous avions donc, enfin j'avais moi 12-13 ans, on savait que c'était quelqu'un qui écrivait, mais on ne savait pas du tout qu'il sentait le soufre, hein, Jouandeau. Il était professeur dans une école religieuse, n'est-ce pas, ce qui donnait quand même, une certaine idée de la tolérance des bons pères de Saint-Jean-de-Passy. Oh, il devait être ignorant. Il était ignorant, Ils étaient ignorants. Qui? Les bons pères? Oh, pas du tout. Ah, pas du tout. Très bien qu'ils étaient Jouandeau. Non. Oui. Non. Et, enfin, c'était une époque où l'homosexualité n'était pas triomphante, ne s'étalait pas partout. Oui. Bon, passons là-dessus. Et je me souviens d'un devoir qu'avait donné Jouandeau à des élèves, je sais pas, 12 ans, qu'est-ce que ça peut être? Ça doit être la 5e ou 4e, j'ai oublié un peu ce que ça peut donner. Oui. C'était... décrivez-nous en 10 lignes 3 portraits. L'inconstant, l'inconséquent, l'inconsidéré. Ah oui, Trapu, pour hein. 12 ans, c'est pas mal. Oui, mais on faisait ça à 12 ans. Oui, je sais bien. Oui. Alors, on faisait ça. Alors, on était supposé le faire, ça n'était pas extraordinaire. Il n'y a pas une révolution des parents le lendemain en disant qu'est-ce que c'est, vous êtes fous, ces pauvres petits, non, et je me souviens L'inconstant, l'inconséquent et l'inconsidéré. Il y en avait un 4e, je n'ai jamais retrouvé. Ah, on va l'inventer. Oui, et j'avais une excellente note d'ailleurs à ce devoir-là. Bon, alors, mauvaises études, mais Jouandeau est passé par là. Et un certain amour de la langue française quand même. Alors vous partez au Nouveau Monde. Je commets un roman absolument lamentable. Oui. Qui est toujours lamentable d'ailleurs. Je veux dire. Qui n'a jamais été édité. Jamais, Dieu merci. Oui. Il avait été refusé par tous les éditeurs de Paris. J'avais 20 ans. Et quel était son titre? C'est un titre qui est tellement mauvais. Ah, mais je n'ose même pas le répéter. Il faut le dire. Je dis, ça s'appelait, mais grotesque comme titre. Hein. Je crois que ça s'appelait Un petit chemin. Un petit chemin? Un petit chemin. Bon, c'est pas si mal. Oh, pardonnez-moi, en 3 lettres, si vous voulez que je vous définisse ce genre de titre en 3 lettres, je vais le faire. Oui. Non, très très mauvais. Donc départ oui, départ, oui. Alors, oui, départ pour le Canada avec trois camarades et grand voyage en canoë de Québec à la Nouvelle-Orléans. Oui. Je ne sais même pas comment j'ai eu l'idée de cette affaire-là. Il faut savoir que j'ai peu de mémoire. Mais oui, mais il fallait du pèse quand même pour faire ça. Du pèse, non. Non. De l'argent, très peu. Oui. Très peu, parce que nous sommes en 1940, fin 48, 49. D'abord, on voyage pas, parce qu'il n'y a pas de moyen de voyager. Je vous rappelle, de ce temps-là, il y a peu de lignes aériennes, on ne peut pas sortir de dollars, oui. La France est très pauvre, etc. Il se trouve que j'ai eu un peu de chance. Les relations de mon père m'ont permis d'embarquer à l'œil avec mes 3 camarades sur un cargo qui allait aux États-Unis. Là, je suis tombé dans le réseau du scoutisme international,
parce que ce voyage, qui s'appelait le voyage de l'équipe Marquette en canoë, qui a eu d'ailleurs un réel retentissement en France, je l'ai fait, je ne le renie pas du tout, en uniforme, scout. Ouais. Voilà, j'étais commissaire. Et on peut aller des Grands Lacs jusqu'en Nouvelle-Orléans. donc, problème d'argent, pas. On n'avait pas d'argent. On avait des canoës qui nous avaient été donnés par les Canadiens, et puis c'est tout. Et puis, je ne sais pas, moi, la valeur de $250. Oui. On se nourrissait de riz, on avait une tente de camping, c'est tout. Et oui, on peut aller, oui, c'est le voyage des grands découvreurs il y a une continuité. De France. Ah, complètement. Sauf avec quelques portages. Vous partez du Saint-Laurent, vous remontez l'Ottawa, vous remontez une autre rivière qui s'appelle la Mattawa, vous avez un lac qui s'appelle le lac Nipissing. Il y a un tout petit portage et il y a une rivière qui descend, qui s'appelle la French River, qui arrive sur le lac Huron. Après du lac Huron, vous passez naturellement au lac Michigan. Dans le lac Michigan, vous trouvez le Wisconsin, que vous remontez, et après un petit portage, et le Wisconsin se jette dans le Mississippi, vous allez jusqu'au bout. C'était le grand itinéraire des découvreurs de la Nouvelle-France. Bon, alors ça a eu un certain retentissement, oui. Et après vous avez fait un voyage avec 4 chevaux, Renaud. Non, pas des 4 chevaux. Je me suis aperçu qu'on pouvait vivre avec cela. Alors c'était un voyage complètement désintéressé. Et j'ai organisé une expédition automobile de la Terre de Feu à l'Alaska. C'était pas des 4 chevaux, c'était des grosses voitures. Ah oui. C'est pas des 4 chevaux. Non. C'est des grosses voitures, et ça a été le dernier grand raid automobile non compétitif qui a été fait. Si vous voulez, c'était l'esprit de la croisière jaune. Moi, quand j'étais enfant, je vivais dans la croisière jaune, qui est le dernier grand rêve d'avant la guerre. Oui. Et j'ai voulu le refaire un peu tard, je dois dire. Un petit peu tard, c'était déjà la fin. C'était un peu posthume, si vous voulez. Oui. Enfin, c'est un superbe rêve d'automobile, superbe. Voilà, après, vous étiez... Après, j'ai continué. Je suis allé au Pérou en 54, où c'était encore une expédition importante avec des camions tout-terrain dans des coins absolument pas touchés par le tourisme. Il faut se reporter à cette époque de 1945, fin de la guerre, à 1955, qui est à peine le début du tourisme, du renouveau du tourisme, et surtout du tourisme de masse, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez eu une époque bénie, que je me félicite. Et il n'y avait pas de révolutionnaire à ce moment-là. Il n'y avait pas de révolutionnaire, il n'y avait pas de... de toute façon, les pays de l'Est n'en rentraient pas, mais il n'y avait pas de révolutionnaire, il n'y avait pas de guerre civile, le monde était un peu en paix. Les pays de l'Est ne rentraient pas. Ah non, on rentrait pas, non. D'ailleurs, j'ai jamais eu envie d'aller dans le pays de l'Est. Ah non, mais je veux dire, ils ne rentraient pas dans ces pays d'Amérique du Sud. Ah non, pas du tout. Non. Ouais, on n'en voulait pas. Ah non, c'était... ils auraient dû maintenir absolument pas, c'était pas encore... Castro n'était pas passé par là. Oui, je sais bien. Ouais. Oui. Et c'est la France, d'abord, bénéficiait encore d'une réelle popularité. Oui. C'est une époque bénie. Puis il n'y avait personne. Songez que j'ai campé à Machu Picchu. Ouais. Machu Picchu, tout le monde a vu la photo, le site de Machu Picchu, il y a des milliers de touristes qui défilent là-dedans. Oui, c'est la place Saint-Marc maintenant. Quand même pas, non, parce que faut quand même, c'est pas tout à fait la place Saint-Marc, non, à Venise. Bon, enfin, il y a beaucoup de monde. Mais j'ai passé 15 jours à Machu Picchu, j'ai vu personne. Sauf des personne. Sauf quelques vieilles anglaises. Des toujours. Indigènes. Ah oui, bien entendu, des indigènes. Bien sûr, il y a un village en bas. J'ai campé sur la place de la ville, avec mes 2 tantes et mes 3 copains. Oui, bien sûr. Écoutez, c'est étonnant. Je suis allé à Petra. Maintenant, je feuillette quelquefois les albums les dépliants de voyage, dans les agences de tourisme. Vous savez, quand je vais prendre un billet de chemin de fer, je feuillette les dépliants de voyage, organisés. Ça va partout, ça, maintenant. Partout. Ben, je vois Petra, etc. Tout ça, c'est Petra. On peut aller à Petra très facilement. Moi, je suis allé à Petra à cheval. Dans le désert d'Aqaba, là. À cheval. J'ai campé à Petra. Toujours dans la même période. Époque bénie. Le monde a changé. Et votre vie, finalement, toute votre vie a été marquée par des voyages
et finalement une carrière on ne va pas dire explorateur, Non. enfin, Non. de voyageur, curieux et narrateur. Oui. C'est bien ça. Le voyage m'a mené à la littérature, d'ailleurs. Les grands lacs américains sont des mers. La Manche y tiendrait plusieurs fois. Au large passent des cargos de 10 000 tonnes. L'eau grise déferle les jours de tempête en lames courtes et meurtrières. Nous longions prudemment le rivage, abrités par des îles désertes qui formaient des chenaux plus sûrs. D'après mes relèvements à terre, nous venions de franchir une frontière invisible, matérialisée par un pointillé sur la carte, Algonquin Indian Reserve. Vous êtes à la recherche des Algonquins, c'est-à-dire des Indiens. En fait, j'étais pas à la recherche des Algonquins parce que je recherchais personne à ce moment-là. J'avais pas d'idée. Je changeais de monde et de siècle. Voilà. J'avais conscience d'enjamber le temps. Voilà. Les guetteurs d'univers du Mont Palomar, avec leurs écouteurs gigantesques braqués sur des étoiles mortes, peut-être depuis longtemps, doivent éprouver un sentiment semblable. Voilà. Mais c'est l'occasion qui a fait ça. Je raconte cette affaire parce que c'est l'occasion qui m'a fait comprendre. Quand j'étais parti pour le Canada et les États-Unis, c'était simplement pour faire ce voyage en canoë. Ce n'était pas pour aller rechercher. C'est à partir du moment où sur la carte, j'ai trouvé ce pointillé qui indiquait cette ancienne réserve algonquin, c'est à ce moment-là que les choses ont pris un sens. C'est pour ça que je raconte Vous avez une plongée dans le toute cette passé. scène parce que elle a déterminé. N'exagérons rien quand même. Enfin, elle a en partie déterminé le sens de mon existence. Et il y a quelque chose qui est assez nostalgique, c'est que vous êtes là dans cette campagne très très déserte, et puis vous trouvez un panneau, sur un panneau planté en terre, au milieu de ce qui avait pu être une place, une affiche de toile était clouée, de couleur grisâtre effilochée. Elle avait cependant résisté au temps et les lettres imprimées en noir s'y encore parfaitement « Notice to trespassers on Indian Reserve ». Ça voulait dire que autrefois il y avait une réserve d'Indiens. Cette affiche, d'ailleurs, vous l'avez gardée. Ouais, elle est dans mon bureau. Elle est dans votre bureau. Ouais. Et ça vous a donné l'idée d'aller chercher plus loin? Oui, oui. Ça a commencé à devenir. C'était un peu confus à ce moment-là, cette recherche. Je n'imaginais pas quand même qu'elle pût prendre une pareille intensité. Et peu à peu, ça s'est accéléré. Et c'est en partie pour ça que, quand j'ai fait Terre de Feu Alaska par les 2 années suivantes, je me suis beaucoup intéressé aux derniers Indiens de la Terre de Feu et du détroit de Magellan, dont j'ai parlé dans Qui se souvient des hommes. J'entends, mais c'est une autre ethnie, là. Ah oui, là on est on est au détroit de Magellan en Terre de Feu. Que là-haut, c'est des Algonquins. Mais enfin, sont toujours des Amérindiens. Hein. Oui, d'accord. Mais enfin, là-haut, c'est plus exactement ce qu'on voyait sur notre petit Larousse quand on était petit, sous le nom de race rouge. Oui. Hein? Oui. Vous trouvez une dame qui s'appelle Miss Hunter. Vous cherchez une survivante, si on peut dire. Et vous la trouvez. Et vous la trouvez à Manhattan. Hein? Oui, à Long Island, exactement. Ça, c'est un autre voyage. Mais c'est la même ethnie. Un peu moins ancien. Oui, ce sont des Peaux-Rouges aussi, oui. Oui, ce sont des Peaux-Rouges des États-Unis. Et actuellement, il n'y en a plus du tout. Aux États-Unis? Oui. Si. Seulement, il y a un nombre considérable de tribus, mais j'ignorais, et tout le monde d'ailleurs ignorait qu'il pouvait y avoir encore des Indiens à 25 km de New York. Alors que normalement, depuis le XVIIe siècle, il n'y avait plus d'Indiens à l'est du Mississippi. Ils avaient été refoulés. Ou exterminés, ou refoulés, ou absorbés, ou tout ce que vous voulez. Mais disparus.
le problème indien, que nous connaissons, les guerres indiennes que nous connaissons, dans les westerns, des westerns, etc. Et le génocide, c'est un mot inexact ce qui concerne les Indiens, parce que c'est pas tout à fait ça quand même. Et le génocide indien, c'est toujours à l'ouest du Mississippi, dans les grandes plaines, etc. Tandis qu'à l'est du Mississippi, il n'y a plus rien du tout. Et j'étais très étonné, moi, de trouver des Indiens à Long Island, dans un patelin qui s'appelle Southampton, et qui est l'équivalent de Deauville, si vous voulez. Oui. Ou alors j'ai trouvé cette étrange tribu accrochée à ses souvenirs. Et très peu nombreux. Très peu nombreux, oui, 100 ou 150, métissés de noirs, d'ailleurs. Ce sont des gens qui se sont accrochés depuis le 17e. Oui. Très étrange d'ailleurs. Parce que même encore maintenant, ils s'accrochent. Le terrain de leur réserve vaut des millions, des centaines de millions de dollars. Vu l'endroit où c'est placé. Leur voisin s'appelle Rockefeller, Vanderbilt. Et le terrain Kennedy. est à eux? Ah oui, bien sûr. Oui, le terrain est à eux, oui. Mais collectivement, alors. Collectivement. Et c'est une réserve qui a été instaurée au XVIIe siècle? Ça a été une réserve instaurée au XVIIe siècle, puis elle est tombée complètement dans l'oubli. Dans l'oubli, mais oui. Mais il y a d'autres réserves à Long Island. Mais les autorités municipales doivent le savoir. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais on les dans visite le temps, pas. Les chefs indiens étaient des Shinnecock, c'était le nom de cette tribu, étaient membres de droit du conseil municipal de Southampton, Long Island. Mais depuis que tout a changé, c'est pas un ghetto, ils vivent dans l'oubli. C'est très curieux comme ambiance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des petits métiers comme tous les Américains. Il ne faut pas penser qu'ils ont ils sont des pauvres blancs. Mais à Southampton, Long Island, il y a 6 autres réserves, mais qui elles sont complètement désertes. D'ailleurs, plus rien ne l'indique. Déshabitées. Ah oui, plus rien ne l'indique même. Sauf des noms géographiques. La toponymie des États-Unis, d'ailleurs, est remplie de souvenirs comme ça. C'est très étrange. Moi, j'ai souvent l'impression que les États-Unis, les Américains habitent un pays qui n'est pas eux. Nous, au moins, en France, on sait qu'on est chez nous. On le sait encore, à peu près encore. Enfin, on est chez nous. Quoi. Oui. Mais les Américains ne sont pas chez eux. Ouais. Ce sont des Bernard l'Ermite. Et j'ai toujours eu l'impression aux États-Unis que c'était, à part les gros buildings et des choses comme ça, c'est pas construit pour durer. On a l'impression qu'ils vont s'en aller. Vous avez vu leur maison? Vous êtes allés aux États-Unis? Si. J'étais très frappé. En bois, là. Oui. Quand je sais pas, on parle un peu à tort et à travers là, mais ça fait rien. Je vous raconte ce que j'ai ressenti. Non, mais c'est très intéressant. Vous avez une inondation en Floride, par exemple, ou un cyclone en Floride. Hein. Bon, les dégâts sont toujours considérables. Il y a 12 000 maisons par terre. Alors que chez nous, un truc comme ça passerait. En Bretagne, le fameux cyclone a arraché les arbres, quelques toits, mais pas les maisons. Mais eux, ça fout le camp, c'est des boîtes d'allumettes. J'ai toujours l'impression, dans leur, à part les gros buildings, naturellement. Et ne parlons pas des résidus de banlieue, des résidus de banlieue qui sont atroces à regarder. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est, quand on circule dans la campagne, c'est la persistance des arbres morts. On les coupe pas. Alors qu'en France... oui, ces forêts sont pas entretenues. Ah non, je parle d'arbres morts, isolés comme ça dans la campagne. Alors qu'en France... Mais, je vous demande pardon, mais ça va devenir comme ça chez nous. Parce qu'à partir du moment où l'agriculture n'est plus un état, mais simplement une fonction. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Une fonction économique, et non pas un comme état. Une industrie. Oui, une industrie. Nos fermes, qui deviennent d'ailleurs des exploitations agricoles, ne seront plus soignées de plus en plus à celles que vous voyez aux États-Unis, c'est-à-dire on a tout rasé pour faire passer les machines, c'est fini, on s'occupe plus du paysage, terminé. Donc ça va être comme ça. Alors vous avez conduit Madame Hunter, parce qu'elle a une religion. Miss Hunter. Miss Hunter. Ouais.
Princesse Nowadon. C'était dimanche, je la conduisis à l'office presbytérien de sa petite église de quartier. Tous ceux qui l'avaient salué 1 heure plus tôt s'y trouvaient, plus quelques autres qui leur ressemblaient. Un étrange groupe féminin entourait le révérend, diaconesse vêtue d'extravagantes chasubles rouges. On chanta. J'étais assis à côté de la princesse. Elle me désignait d'autorité. Les psaumes chantaient. Ils ont été christianisés rapidement alors. Très vite, oui. Ce que n'ont pas été les autres, peut-être, ceux qui ont été refoulés au-delà du Mississippi. Exact. Hein? Exact. C'est peut-être exact. La différence. Oui, bien sûr. On change de pays, puisque on suit votre itinéraire, et on se trouve au Pérou. Alors, au Pérou, vous cherchez le contact avec d'autres ethnies, et ils s'appellent les Guanakis. Hein? Les Guanakis. Les Guanakis. Alors ça, c'est des Amérindiens aussi, bien sûr. Oui, oui. Mais très différents du point de vue des mœurs. Oh, ben ça, ce sont des Indiens presque amazoniens, ceux-là. Presque amazoniens. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est-à-dire, vous descendez les contreforts des Andes et vous tombez sur cette tribu qui a disparu d'ailleurs, elle aussi. Vous dites que ils sont là, ils restent là, et ils restent indiens, ajoutez-vous, par la force de l'imagination. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas tellement actifs en tant qu'Indiens. Ils rêvent leurs conditions. Est-ce que je me souviens plus si c'est à partir de... Et vous ajoutez... Et vous ajoutez... Ah, que je suis français, moi, que j'arrive à rester français. C'est exactement de cette façon que je parviens à rester français. Oui, par imagination. Petite vacherie. Elle a été pas mal relevée, cette phrase-là, je veux dire. Mais c'est vrai, hein, c'est difficile par moments de se sentir français autrement que par imagination, parce que dans les fêtes, c'est quand même pas toujours réjouissant. Certes. Voilà. Enfin, là, les Guanakis, comme d'autres d'ailleurs, s'accrochaient à leur artisanat particulier. Oui, alors c'est leur merveilleux outillage, dites-vous, qui les maintient un petit peu dans leur état. Autant que la tradition orale, c'était la possession successive et l'utilisation constante de ces haches qui les maintenaient fidèles à eux-mêmes et parfaitement heureux, même s'il leur arrivait de se servir de temps en temps de techniques nouvelles qui leur semblaient un progrès, comme le fil à coudre, par exemple, la teinture d'iode, les clous galvanisés et quelquefois la carabine. Du moment qu'ils conservaient leur hache de pierre, je suppose qu'ils en étaient conscients, mais cela ne les avait pas sauvés pour autant. Je ne sais pas s'ils en étaient conscients, mais c'était probablement une conscience diffuse. Hein, il faut conserver des objets chez soi, mais pas des objets qu'on a achetés quelque part, mais des objets qui ont été transmis. Non pas, il faut les conserver, non pas parce qu'ils ont une valeur, mais parce qu'ils ont servi à un certain nombre de générations. Je suis certain que la possession d'objets de famille, je ne parle pas de meubles de famille, n'est-ce pas? Je dis d'objets, parce que des familles pauvres qui n'avaient pas de meubles. La pelle du grand-père, moi, je ne sais pas, moi. Oui, d'outils. Oui, la pelle du grand-père, le rabot de Pépé Machin, qui était l'arrière-grand-père. Et puis maintenant, on n'a plus d'exploitation, ni rien du tout. Il faut les conserver chez soi, même s'ils ne servent pas. Il faut surtout pas les transformer en objets de musée, monter les socs de charrue en lampe, comme j'ai vu faire, ou des monstruosités de ce genre. Il faut les conserver chez soi, les toucher, essayer de continuer à leur donner vie par le contact de la peau. On a le droit de les cirer un petit peu. On va les cirer un peu, naturellement, de les entretenir comme s'ils pouvaient servir encore demain matin. Oui. Et je pense que c'est une façon de se raccrocher de se transmettre quelque chose. Sûrement. Et partout, d'ailleurs, où ce souci assombrait,
très souvent la conscience, je sais pas, la conscience ethnique, si vous voulez, mais oui, la conscience particulière de chaque individu a disparu. C'est très important ce que vous dites là parce que ça s'inscrit dans quelque chose qui me paraît très, comment dirais-je, très fondamental. C'est que l'héritage de mœurs compte presque autant que l'héritage de gènes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Hein? Et on s'apercevra de plus en plus que... Disons que c'est un cocktail harmonieux et dont il est impossible ni de connaître, ni de prévoir le dosage. Oui, d'autant que les ethnies sont singulièrement mêlées, oui, et qu'actuellement, vous savez que la morphologie passe tout à fait au deuxième plan, et que finalement, quand il y a des gens qui s'intéressent, des anthropologues qui s'intéressent à ça de très près, finalement, il y a deux grandes possibilités de s'y retrouver un petit peu parmi les mélanges d'ethnies. C'est d'une part les langues, et d'autre part les caractéristiques immunologiques. Vous savez ça sans doute. C'est-à-dire quelque chose qui actuellement apparaît comme beaucoup plus complexe et beaucoup plus varié que les groupes sanguins. Que les groupes sanguins. C'est ça. Moi, je ne crois pas beaucoup aux histoires de groupes sanguins. Ah si, c'est très important. Les groupes sanguins, c'est très important. Et les sous-groupes. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle les groupes HLA, c'est-à-dire les groupes immunologiques, alors où c'est très ténu, et vous trouvez des filiations et des groupements très intéressants et qui passent complètement en dehors des caractères morphologiques. Enfin, je crois qu'on peut dire très simplement, il n'y a pas de race noire. Il y a une couleur de la peau qui est noire et qui la peau se fonce du pôle à l'équateur d'une façon régulière, quelles que soient les ethnies. Quelles que soient les ethnies. Vous avez des Indo-Européens, des Caucasiens noirs. Bon, je crois qu'on va faire un petit intermède. Je reprends mon entretien avec Jean Raspail à propos de son livre « Pêcheur de lune » paru chez Robert Laffont. On continue à se balader sur la planète. Alors, les Caraïbes, où vous cherchez les Arouagues, et là encore, il y a quelque chose qui est assez affligeant et très nostalgique, c'est que finalement, on vous donne une adresse d'Arouague qui se trouve du côté de Nanterre. Et vous y allez, et malheureusement, la personne est partie. C'est bien ça? Oui, oui. Résumé, c'est à peu près ça, oui. Il s'agissait du père d'un petit Arawak, oui. Il me donnait l'Arawak, vous savez, c'est fini. Moi, j'ai surtout été attaché à découvrir, vous l'avez lu au début d'ailleurs, l'avertissement au lecteur, des pistes qui ne menaient plus à rien. Je sais pas si c'est oui. C'est une particularité de ma nature. Vous allez vers le désert. C'est une particularité de ma nature. Et pour ce qui est de la recherche de la foi, ça peut pas être la même chose. Il me donna une adresse à Nanterre, une de ces adresses à vous dessécher le cœur, bâtiment D, escalier F, 14e étage, couloir C, porte, etc. Alors c'est là qu'il cherche la personne, mais malheureusement, c'est une terre inhabitée, il ne trouve pas l'Arouag, enfin vous ne trouvez pas l'Arouag qui devrait s'y trouver. J'ai été assez étonné par, voyons, à Haïti, les viens-viens. Les inconnus de la montagne. Oui. Ah, c'est une histoire étrange. Et on vous désigne un endroit où se trouvent des êtres qui vivent nus et qu'on peut pas approcher. Oui, enfin, je ne prétends pas que... Vous les avez vus à la jumelle? Vous prétendez les avoir vus à la jumelle? Non. Le pilote d'hélicoptère qui survolait le massif de la Selle les a vus. Moi,
j'aurais voulu, je n'y suis jamais arrivé. C'est ce que je raconte très précisément. Oui. Et le pilote d'hélicoptère qui m'avait indiqué la chose avait vu dans le massif de la Selle, sur une plateforme complètement inaccessible. Le massif de la Selle, c'est le point culminant d'Haïti. Hein. Oui. C'était une montagne Quelle altitude? terrifiante, pas plus de 2000. C'est une montagne terrifiante parce que l'eau, il arrive que certaines nuits très froides, l'eau gèle. Et Oui. là-bas, chez les Africains d'Haïti, c'est une curieuse chose. Et là, ils se seraient réfugiés, les derniers Arawaks et les derniers Caraïbes après l'arrivée de Christophe Colomb, matinée probablement d'esclaves en fuite, enfin tout ça a donné une race de proscrits et qui aurait dû disparaître, mais dont on trouvait encore des vestiges en 1880 à peu près. Et moi, je pensais que c'était fini aussi, jusqu'au moment où ce pilote d'hélicoptère d'une organisation humanitaire a survolé le massif de la Selle et vu des créatures comme ça, nues. Alors, il n'y a pas de grands singes Oui, aux Antilles. spécifiez Ça bien n'existe ça. pas. Il n'y Oui. a pas de grands singes aux Oui. Antilles. Et la même aventure m'est arrivée à Saint-Eustache, qui est une île volcanique. Oui, ça n'est pas l'endroit où vous allez entendre la messe. Ouais. Et là aussi, il y a une tradition de descendants, on ne sait pas trop de quoi, d'Arawak, à la Dominique aussi également. Et on les voit, ceux-là. À Dominique, on ne les voit plus non plus. On les voit plus non plus. On voit des fumées encore, paraît-il. Oui. Et puis, quelquefois, si vous voulez, je n'ai pas envie d'élucider les mystères. Oui. Je les expose, je cherche, moi je crois. Je crois parfaitement, absolument que derrière le mystère se cache une réalité, mais comme je n'en ai pas la preuve, je n'affirme pas la présence de ces survivants, je ne l'affirme pas absolument, je dis que moi j'y crois et je dis ce que j'ai pu en voir ou pourquoi je m'en doute. Je savais tout cela, mais tout ce que je souhaitais, c'était simplement m'approcher. Qui me comprendra lorsque je parle d'approche et que le but est justement un mythe inaccessible. Dieu, religion, mystère de la destinée, l'homme approche sans avancer. Qui peut-il gagner? Rien, si ce n'est justement la volonté de s'approcher, c'est-à-dire la foi. C'est-à-dire la foi. Ben vous êtes tombé sur la bonne phrase. Je sais. elle était soulignée. Vous êtes tombé sur la bonne phrase. C'est que je dis que c'est la phrase c'est la petite confession glissée là-dedans. C'est ça. Acceptez, mon cher Jean. Qui éclaire mon personnage. Acceptez, mon cher Jean, que ce soit très étranger à la pensée scientifique. Ah oui, ça c'est bien Parce possible. Il est évident que les approches scientifiques souhaitent dériver sur des réalités. Elle ne dérivera jamais sur des réalités de la pensée scientifique. Elle approchera. Et je crois d'ailleurs qu'on dit maintenant, il semble qu'on dit maintenant que les grands savants savent que plus ils avanceront, plus ils reculeront. Si ça dépend en quoi? Oui. Ça dépend en quoi? Oui. Et puis vous savez, j'ai une conviction. Nous avons déjà parlé de ça. J'ai une conviction enfantine en disant un jour, Dieu ne permettra plus qu'on s'approche de trop près. Oui. À ce moment-là, il cassera le jouet. Hein. Oui. On appellera ça la fin du monde, mais il cassera le jouet. Oui, il dira ça suffit comme ça. Oui, c'est Flaubert qui l'a dit. Il y a une phrase de je ne sais pas si Flaubert l'a dit, moi je ne suis pas un lecteur de Flaubert. Alors là, à part Madame Bovary, non, que j'ai lu quand j'avais 14 ans. Pardonnez-moi, c'est pas une phrase de Flaubert, c'est une phrase d'Edmond de Goncourt. Ah, ben alors il là, dira, à un moment donné, moins. Le Père éternel dira, maintenant ça suffit, je ferme la baraque. Oui, c'est dans Goncourt, ça. Oui, c'est parce qu'on s'approche trop près Le mystère, c'est fait pour durer. J'ai passé 1 an de ma vie dans les Andes. Dans les Andes, oui. Hein? Nous dites-vous. Oui, dans la cordillère des Andes. Voilà, à une époque où c'était à peu près tranquille. Oui, je vous ai parlé de Machu Picchu tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et alors là, vous avez connu le Pérou, le Chili. Le Chili? Oui, le Pérou, le Chili, l'Équateur, bien sûr. L'Argentine.
Lumière, couleur, silence, immensité y composent un ensemble écrasant. Dans l'air transparent, si léger que l'homme a dû s'y gonfler une cage thoracique sur mesure pour survivre, des milliards de détails se découpent sur les lointains avec la netteté d'un couperet de guillotine dessinant une armée de pierres immobiles qui a l'éternité du sacré. Vert, bleu, violet, des oxydes métalliques, grès, rouge, dévoniens, gris des cinérites, noir volcanique et blanc funéraire des glaciers, cuirasse des milliards de guerriers figés au flanc des dieux des sommets. La toponymie refuse la simplicité, et elle est à l'image de la crainte et de la vénération des hommes, la nef resplendissante, le faucon étincelant, la montagne aux épaules d'argent, et tout se nomme silence. Les Anses, c'est une montagne terrifiante qui a toujours terrifié les riverains. On habite jusqu'à 4000 mètres d'altitude, vous le savez, même 4300 mètres, mais enfin les Andes, c'est beaucoup plus haut que ça. Hein. Ça atteint 6000, bon, pas plus quand même. Mais ce ne sont plus des plateaux à ce moment-là. Ah non, plus du tout. Alors ça, c'est la haute montagne. C'est très escarpé. Montagne. Et jamais, en Europe, jamais les Alpes, par exemple, n'ont inspiré de la terreur religieuse à nos ancêtres. Jamais. Si on remonte très loin... Une véritable terreur, pas tellement. Hein, si on remonte très loin, on ne sait pas. Hein, tandis que les Alpes, c'est assez humain quand même. Pourtant, ce sont les plus hautes montagnes. Non, c'est assez humain. Oui. Tandis que ces Andes sont complètement inhumaines. Alors, on se rend compte. Et vous pensez davantage que l'Himalaya, enfin. Que l'Himalaya. Je ne connais pas l'Himalaya. Je ne peux pas vous répondre. Je ne connais pas. Un peu plus loin, vous revenez sur cette partie qui est chère à votre cœur, bien qu'elle soit très glaciale. L'extrémité glacée de l'Amérique, c'est la Terre de Feu, et les canaux chiliens de Patagonie, un des rares endroits du globe où les cartes marines les plus récentes se perdent encore en pointillés au fond de certains fjords désolés. Et là, une poignée de dolichocéphales à crâne bas, les derniers fuégiens. Ça, c'est les hommes dont il faut se souvenir. C'est ça. Et ils sont les petits cousins éloignés d'une tribu qui se trouvait au lac Titicaca, d'une ethnie qui s'appelle les Zurus, qui sont ça, ce sont des Amérindiens éteints, oui. Éteints, mais qui probablement une population antédiluvienne. Oui. Probablement, antédiluvienne, oui. Et vous en avez 2 ou 3 comme ça, dont les Alakalouf de Terre de Feu, les Urus, et 2 ou 3 petites ethnies comme ça, dispersées, qui ont des langues qui se rapprochent un peu, et qui ont en commun la légende d'être différents des autres hommes. Ils le disent tous. Nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes d'autres hommes. C'est une légende particulière qui est assez rare quand même. Nous sommes avant les hommes. Oui. Alors, avec toute une réputation qui s'accrochait à eux. Vous leur dites, mais je regrette, vous êtes des homo sapiens sapiens. Ah, je ne suis pas du tout ça. Quand je suis arrivé chez les Urus, ils étaient tous morts. Ils étaient tous morts, et je n'avais pour je pensais rencontrer les 2 ou 3 derniers, et je n'avais pour toute indication que l'extraordinaire livre qui avait écrit le professeur Vellard sur eux, et qui eux a bien connu et interrogé les 8 ou 10 derniers. Mais ils étaient très vigoureux quand même. Les Urus, non, faut pas les confondre avec ce sont ni des Quechua ni des Aymara. Hein. Oui. Ceux que Darwin côtoie, comme dans son voyage. Alors ça, les Urus, c'est sur le lac Titicaca. Ce que Darwin côtoie dans le sud, ce sont les Alakalouf, les Onas, très vigoureux. les Alakalouf, les Onas et les Yagans, surtout les Yagans. Nous reste encore un peu de temps. Je vais m'appliquer un petit peu sur une partie de votre livre qui m'est très chère, parce que il y a un personnage que je vénère et sur lequel j'ai écrit un livre, c'est le médecin, le docteur Anton Tchekhov.
Et vous êtes une des rares personnes qui ait lu le livre de Tchekhov sur Sakhaline, qui représente dans la vie de Tchekhov quelque chose de très important, car il a voulu faire quelque chose qui puisse aider une petite partie de l'humanité. Il a été crocheté cette poubelle épouvantable qui était le bagne. Et donc, ce livre de 500 pages, ou presque, qui s'appelle Sakhaline, vous l'avez lu, et moi aussi, et vous le citez, et c'est bien passionnant. Vous avez connu cette région par le Japon, et lui, évidemment, l'a connu par Sakhaline. Par Sakhaline. Moi, j'ai connu cette région où habitaient les Aïnous, par l'extrême nord du Japon, qui est actuel, qui est le Hokkaido. Le Hokkaido. Et Sakhaline, c'est en face. Oui, c'est en face. De l'autre côté du détroit. Ça se touche. Ça a été d'ailleurs japonais. Ça doit être à 30 vestes. Après Port Arthur, mais là, Tchekhov y est allé, c'était encore russe. Oui. Et puis, Staline a barboté toutes les Kourils. Oui, par la suite. En 1945. Oui. Alors, il y a les peuplades qui ne sont pas japonaises et qui ne sont pas russes. Il y a les Aïnous, et puis il y a les Gilyak. On dit Gilyak. Gilyak, oui. Les Gilyak, qui se bagarrent entre eux, bien entendu. Oui. Et débarquant du transport Baïkal, dans le sud de Sakhaline, au poste de Korsakovsk, Tchekhov n'avait pas eu meilleure impression que moi. Oui, c'est sinistre comme paysage. Hein? Comme pays, oui. À part la maison du chef d'arrondissement où il fut bien reçu et où il trouva couteau, fourchette et verre, forçat pour préparer la soupe, cognac et roman français, mais aussi punaises et cafards, on ne peut pas dire qu'il fut séduit. Alors on cite Tchekhov, la colonie comme le site lui-même n'est qu'une désolation, il n'y a pas d'eau digne de ce nom ni de bois, les habitants utilisent une eau de pluie qui lorsqu'il pleut devient rouge, couleur de la toundra, par laquelle le village situé au bord d'une plage de sable est cerné de toutes parts. Dans l'ensemble, ces lieux produisent une impression accablante, désespérante. Vous savez ce qu'il faudra qu'on fasse un jour? Il faudra qu'on fasse un entretien, tous les deux, comme ça, sur Sakhaline, sur le livre de Tchekhov. Oui, il faudrait changer, mais puis je ne connais pas Sakhaline, surtout. Ah oui. Je ne connais pas l'île de Sakhaline. Remarque, comme nature de climat c'est exactement la même chose que le nord du Hokkaido, hein, mais je ne connais pas Sakhaline. Bon, c'est-à-dire qu'il y fait très froid. Oui, c'est ça, c'est le même climat, à 40 km près, c'est un climat sibérien. Oui. Sibérien maritime, mais sibérien quand même. Et il n'y a pas du tout quelque chose qui ressemble au Gulf Stream par là. Ah, rien du tout. Il y a au contraire le Kuroshivo qui est un courant froid qui produit des hivers terribles. Pas question de prendre un bain dans la mer. Si, pendant l'été, peut-être 1 ou 2 mois quand même. Oui, avec une efflorescence dramatique de moustiques. Probablement aussi, oui. Hein? Barbu, poilu, chevelu, moustachu, avec de grands yeux verts ou gris, les Aïnous, je l'ai dit, sont de race blanche. Oui, ils sont quoi? Ancienne tribu caucasoïde, séparés par des... C'est-à-dire qu'ils sont pas amérindiens du tout. Non. Séparés par des milliers de kilomètres de leurs plus proches frères de race. Cela pose aux anthropologues une énigme que ceux-ci ne parviennent pas à résoudre. Quelle importance sur ce gigantesque tapis de billard que fut notre terre durant des millénaires, où chaque boule en chassait une autre, et ainsi de suite par carambolages successifs, qui saura jamais qui tenait la canne et pourquoi l'impulsion initiale fut donnée vers ici ou vers ailleurs, d'un mouvement sec du poignet par le maître de nos destinées. Aux extrémités du billard, on retrouve des boules oubliées, immobiles, incrustées au sol, recouvertes par la mousse des temps, à peine identifiables, et prêtes à tomber en poussière. Ce sont les boules des premiers âges, les premiers à s'être ébranlés sous le coup du poignet divin. Lorsque je demandais aux Aïnous ce que signifiait le nom de leur peuple, ils me donnaient la même réponse qu'à Tchekhov, homme
les hommes. Les Urus, on dit Urus, Urus moribonds du lac Titicaca, nous sommes ailleurs, là, oui, les Alakalouf, j'en ai parlé tout à l'heure. Du détroit de Magellan, se présentent de la même façon, les hommes. Les Aïnous sont très curieux parce que sont les Indiens des Japonais. Oui. C'est eux qui tenaient tout le Japon. Les Japonais sont arrivés du sud et ont refoulé peu à peu les Aïnous avec ces grandes barbes et ces yeux verts. Une race stricte qui était très guerrière. Oui. Et il y a un vieillard que vous avez vu qui semble avoir... il avait vu Tchekhov. Il avait vu Tchekhov. Oui, parce que je raconte, comment l'impression m'en est venue, parce qu'il quand il me parlait, je veux un interprète naturellement, il mélangeait les dates, il mélangeait ce qu'il avait fait il y a 60 ans ou 70 ans et maintenant. Et finalement, je faisais le tri, et il y avait des choses qu'il me racontait. Il avait habité Sakhaline aussi, parce que les Aïnous franchissaient assez facilement. Et il s'était réfugié de Sakhaline au Japon, devant les efforts de russification que les Cosaques faisaient là-haut. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des éléments de son récit que je connaissais déjà, et comme j'avais lu Tchekhov plusieurs fois, annoté Tchekhov de Sakhaline, et que peut-être même l'avais-je avec moi, mais ça j'ai oublié. J'ai vérifié, et c'était dans Tchekhov que j'avais lu tout ce que vous me racontez, quasiment dans des termes semblables. À ce moment-là, par un tour de passe-passe que je raconte, j'ai pu m'apercevoir que ce vieux bonhomme qui devait avoir 88 ans ou 90 ans avait parlé à Tchekhov. Ça c'est des ponts. Des ponts qu'on met sur les choses. Alors, puisque nous sommes, hélas, à la fin de notre entretien, et nous sommes loin d'avoir épuisé les richesses de votre livre, je dis pour nos auditeurs que la fin du livre nous rapproche beaucoup de notre pays, puisqu'on va se retrouver en France et qu'on va apprendre la destinée des Visigoths dans notre pays, et surtout la destinée des Huns, de ce qui reste de la bataille des champs cataloniques, gagnée par le général Aetius. Et il y a encore, vous, et vous y avez été pour le contrôler, des reliquats uniques, H-U-2-N-I-Q-E-S, dans certaines régions françaises qui se trouvent du côté de la Bourgogne. Ah non, les champs cataloniques, c'est près de Troyes. Ah oui, c'est près de Troyes, c'est plus haut. C'est près de Troyes. Et vous avez, il y a des Huns qui n'ont pas été refoulés et qui sont restés là, et on en trouve des traces. Et qui ont formé. Mais vous savez, on m'écrit beaucoup depuis l'apparition de ce livre. On me signale des petits, ce qu'on appelle des isolats en termes ethnologiques, descendants de telle ou telle tribu barbare ou telle peuplade dans le temps, et qui en ont encore conscience. Mais tout ça s'explique très facilement, c'est parce que quand les gens étaient très différents, comme les types qui descendaient des Huns par exemple, on leur causait pas tellement. On n'épousait pas leurs filles. Et il y avait endogamie. Ils n'étaient pas comme nous. Il y avait endogamie. Et alors en termes ethnologiques, isolats. Les isolats disparaissent tous maintenant. Vous n'aurez plus ça. Le brassage du monde moderne supprime tout ça. L'information, la télévision supprime tout ça. La suppression des veillées. On touille et puis tous les petits grains fini. Terminé. Ça, vous ne trouverez plus rien. Voilà, sauf chez certains érudits de province qui savent encore ça. Mais les gens, vous ne les verrez plus. Eh bien, mon cher Jean, c'est une raison de plus de lire votre livre et de s'y attacher. Je rappelle que nous avons parlé de Pêcheurs de lune, de Jean Raspail, livre paru chez Robert Laffont.